Bonjour à tous. Alors, je vais me présenter déjà, Sylvain Jondeau, KSB. Je travaille chez KSB depuis une quinzaine d'années, plus peut-être 25 ans que 15 ans. 15 ans chez KSB, 10 ans avant chez un partenaire de service KSB. Donc, je connais très bien les produits KSB et j'étais plutôt motoriste avant de passer dans le monde de l'hydraulique. Un bobinier un petit peu à l'image d'Icefluid. Et j'étais sur le terrain. Voilà, donc aujourd'hui chez KSB, je m'occupe du service client, plus précisément support technique et tout ce qui est problématique, produits qui tombent en panne dans la période de garantie. Expertise dans les domaines de l'hydraulique, dans les domaines de la mécanique, dans les domaines de l'électricité et de l'entraînement. Voilà. KSB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe, une multinationale, qui date un petit peu, 1871. On est leader dans la plupart des marchés de la pompe. On a 39 sites de production dans 17 pays, 8 fonderies, un centre de fabrication additive. On va plutôt... C'est quelque chose, c'est des techniques modernes sur de l'impression 3D métallurgique. Donc on est capable aujourd'hui de faire des pièces sur mesure, unitaires, ce qui demande quand même un savoir-faire un petit peu à part. 19 centres de services KSB Suprême, alors 190 centres de services KSB Suprême servent dans le monde entier. Ça veut dire qu'on est présent en tant qu'atelier de service KSB dans la plupart des pays. En France, on a 5 à 6 ateliers KSB Suprême Serve, donc un à Lyon, un à Aix-en-Provence, Châteauroux, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Paris évidemment. Dans la région Rhône-Alpes un petit peu plus de petits ateliers. Mais on est présent un petit peu partout et on se repose aussi sur des partenaires de services indépendants comme Icefluid, qui est un gros partenaire pour nous. On ne travaille pas sur les mêmes gammes, nous on est vraiment sur des gros produits. KSB ou nos partenaires sont plutôt sur des petits produits, mais enfin on travaille tous ensemble et moi je les aide transversalement. Et je les accompagne dans la vie des produits qu'ils ont vendus ou que nous, on a vendus en direct sur le secteur d'Icefluid. Voilà. Donc on est dans les process généraux. L'industrie correspond à 60% de notre chiffre d'affaires. Les métiers de l'eau, transport de l'eau et eau usée, où on est leader aussi, correspondent à peu près à 10% de notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires l'année dernière est aux environs de 400 millions d'euros et notre implantation en termes de français, c'est celui-là. Voilà. Je ne vous ai pas parlé, mais on est donc présent en vente, robinetterie, vente de pompes, la robinetterie qui est un gros secteur chez nous, moins connu parce que on est dans des gammes un petit peu hautes. C'est que du haut de gamme, destiné aux pétrochimie nucléaire essentiellement. Voilà, donc vraiment de haut de gamme et pas forcément dans des marchés qu'on peut toucher assez facilement aujourd'hui. Donc la Roche-Alais robinetterie, c'est ici. Voilà pour KSB. Et maintenant, je vais attaquer la présentation prévue sur les fondamentaux de l'hydraulique. Donc, pour commencer à comprendre comment marche une pompe, il faut parler d'hydraulique et des fondamentaux. C'est quelque chose pour moi d'indispensable. Avant de parler d'installation tout à l'heure, il faut parler de l'hydraulique. Et si on veut parler d'économie d'énergie, il faut aussi parler d'hydraulique parce que tout est lié. Tout est lié.
Une pompe centrifuge, c'est quoi? Dans un premier lieu, c'est une machine tournante. Une machine tournante, c'est quoi pour vous? Je vais vous faire participer un petit peu, quand même. Deux parties, un corps, une partie fixe, une partie mobile. Partie mobile, un axe qui tourne entre deux roulements. On entraîne une roue, la roue tourne dans la volute. Et c'est un petit peu le cœur de la pompe. Mécanique très simple. C'est tellement simple que tout le monde pense que c'est basique. C'est basique mécaniquement, mais ça ne se comporte pas si bien que ça dans les faits. D'accord? Moi j'aurais dit c'est une pièce qui s'use et qui coûte cher. C'est une pièce qui s'use et qui coûte cher, mais elle s'use d'autant plus qu'elle est mal utilisée. Et le problème, et c'est pour ça qu'on parle des fondamentaux de l'hydraulique, le problème c'est que si elle est mal utilisée, elle ne durera pas longtemps. Et votre problème industriel aujourd'hui ici, il est bien là, Et c'est pour ça que je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est important de faire travailler la pompe, en vous faisant découvrir la pompe dans le monde de l'hydraulique et après dans le monde de l'installation. Voilà. Juste pour donner des chiffres SAV, 80% des problématiques techniques sur les matériels, donc casse, usure prématurée, sont dues à de l'exploitation, des problèmes d'exploitation et des problèmes d'installation. 80%. Et dans les 20% qui restent, il y a des casse transport, dans nos statistiques à nous, casse transport, des problèmes de sélection, donc qui n'ont rien à voir avec le produit proprement dit. Et la réalité des problèmes de fonderie, de problèmes de mécanique, de problèmes de montage sont estimés à moins de 1% chez nous. Donc ce qui est très peu. Le problème, c'est de le démontrer. Et quand on le démontre, on s'attaque forcément à ceux qui ont gravité autour du matériel, et ce n'est pas forcément bien vu d'un constructeur de pompe pour lequel on est... bon, la pompe, c'est la pompe qui tombe en panne, c'est pas le reste. Donc il faut juste trouver à faire la relation, et c'est ce que je vais essayer de m'efforcer à vous démontrer. Au travers de choses un petit peu simples, hein. Je ne vais pas essayer de rentrer dans les détails, mais je pense que vous allez comprendre les problématiques. Donc, deux parties distinctes qui sont vraiment importantes, un corps de fonte, partie fixe, roue, la partie mobile. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut un jeu mécanique entre la partie fixe et la partie mobile. Le jeu mécanique s'appelle comment dans une pompe? Garniture. Non, la garniture, c'est un problème d'étanchéité, donc ça n'a rien à voir. C'est pour essayer d'empêcher l'eau de passer de la partie mécanique à la partie, on va dire, électrique ou l'extérieur de la pompe. Non. Je parle de jeu mécanique. Donc il y a un jeu mécanique pour que la roue tourne dans la volute. Pour un pompiste, ce jeu mécanique, on ne l'appelle pas jeu mécanique, on l'appelle jeu hydraulique. On a exactement le même jeu sur un moteur électrique, entre le rotor et le stator. Pour les étudiants, ça s'appelle comment? Pardon? Non, je parle de jeu, encore une fois. Les termes sont importants. Les termes sont importants. Un roulement, ça va être, on va le voir après, c'est une liaison pivot. Les jeux, c'est des jeux fonctionnels pour permettre à la machine tournante de tourner. Donc dans l'hydraulique, il y a des jeux hydrauliques. Et en électrique, sur le moteur, ça s'appelle l'entrefer. C'est la partie qui est entre le rotor et le stator. Ces jeux sont importants, on va le revoir après. Tout repose sur le rendement. Ces jeux, s'ils sont trop importants, on a un rendement dégueulasse, donc des consommations énergétiques dégueulasses. Si on a des jeux faibles, forcément on a un meilleur rendement. Par contre, on a des problématiques techniques un petit peu plus avancées. Voilà. Je vous donne juste des caractéristiques essentielles sur
nos pompes, le débit, c'est ce que vous avez besoin dans vos installations, la pression. La pression, qu'est-ce que représente la pression pour vous? Le besoin se traduit comment sur votre installation? C'est des paires de charges, et les paires de charges, c'est quoi? Pardon? Une paire de débit, mais à cause de quoi? C'est des forces. C'est le liquide qui frotte sur les parois de la tuyauterie. Il y a des échauffements, il y a de la résistance. C'est comme une voiture sur la route avec les pneus. Il y a une résistance, il y a une adhérence, et ça va créer des pertes de charge, ce que vous appelez des pertes de charge. Donc ça, c'est les premières pertes. Après, vous avez des pertes qui sont dues à la vitesse d'écoulement dans le liquide, dans la tuyauterie. Plus le liquide va aller vite, plus il va frotter sur la paroi, plus il va générer des pertes de charge. Donc en plus, ces pertes de charge, elles ne sont pas linéaires dans votre installation. Mais elles sont importantes. S'il n'y a pas de perte de charge, votre pompe, elle va cracher dans le vide, sans résistance. Ça ne va pas être très bien pour la pompe. Il en faut un minimum. Ça se calcule, et on appelle ça hauteur manométrique totale. Donc dedans, il n'y a pas que ça, il y a la hauteur géométrique qui va permettre de vaincre la hauteur. Il faut élever le liquide pour pouvoir aller où il doit aller. En général, on va chercher à l'emmener à une hauteur géométrique différente de celle où elle est là. D'accord? Donc, dans la hauteur géométrique totale, il faut élever le liquide, il faut l'emmener où il veut aller en vainquant les pertes de charge, le frottement et la hauteur géométrique s'il y a une hauteur géométrique. C'est pour ça qu'on dit hauteur manométrique totale, en mètres de colonne d'eau. La vitesse de rotation a une importance aussi, parce qu'en fonction de la vitesse à laquelle va tourner le mobile de la pompe, on va emmener plus ou moins d'eau. Donc c'est une façon de régler. Puissance absorbée, c'est ce que ça va consommer, c'est la pompe qui va consommer l'énergie qui va être consommée sur votre réseau, donc c'est ce que vous allez payer. Une pompe, c'est pour transférer de l'énergie. On transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique, puis hydraulique. Capacité d'aspiration, on n'y pense pas souvent, mais la pompe, elle a une capacité d'aspiration. Il faut qu'elle puisse attirer l'eau à elle. Si elle est en aspiration, il faut qu'elle puisse sucer l'eau, l'amener dans son corps de pompe, ce qui n'est pas forcément évident non plus. C'est de l'énergie. Tout ce qu'elle prend en énergie en aspiration, elle ne l'a pas au refoulement. Comment se traduit une courbe de pompe d'une pompe qui sort chez KSB? Donc vous avez un abac qui ressemble à ça. Le premier abac, la courbe caractéristique de la pompe, qui a tout le temps cette forme-là. C'est hydraulique, c'est physique. Que ce soit KSB ou une autre pompe, elle aura toujours cette forme-là. À quelque chose près, mais toujours cette forme-là. Nous, c'est calculé mathématiquement, donc les courbiers sortent systématiquement avec chaque pompe. Hauteur géométrique, débit. Le deuxième graphique, c'est le NPSH. Le NPSH, c'est la fameuse capacité d'aspiration de la pompe. On voit que plus le débit est important, plus c'est difficile d'aspirer. Donc attention. Et enfin, vous avez la partie puissance absorbée, qui est à l'inverse du débit, c'est-à-dire à l'inverse de la courbe de débit. Plus il y a de débit, plus on monte en puissance, plus on consomme. OK ? Il y a plusieurs courbes, ici. Alors là, en l'occurrence, c'est des diamètres de roues dans la pompe. Il faut savoir qu'une pompe centrifuge, on peut contrôler le point de fonctionnement par le diamètre des roues. Chez KSB, les pompes sont faites sur mesure par rapport à un point QH, débit pression, que vous avez commandé. Si vous commandez un point QH, KSB fera le point QH qui correspond
à votre demande, précisément. Donc on ne s'occupe pas de votre installation. Vous avez des besoins en termes de débit, en termes de pression, et nous, on va produire la pompe qui correspond à votre besoin au point de meilleur rendement. Ce point de meilleur rendement, le rendement n'est pas ici, il est tracé ici sur la courbe. C'est des courbes qui sont comme ça, sur le débit. Et normalement, là, vous avez un trait qui passe par le sommet de toutes ces courbes-là, qui va vous donner le point de meilleur rendement de la pompe pour votre application. Ce point de meilleur rendement, on en reparlera après, mais c'est très important pour les économies d'énergie. Parce que c'est là la clé de toutes vos économies d'énergie. Variateur aussi, non? Oui, on en reparlera. On en reparlera. Donc là, vous avez les diamètres de roues qui sont possibles dans un corps de pompe. Vous avez les diamètres de roues qui sont possibles dans un corps de pompe. La courbe réseau. Important, la courbe réseau. Mais la courbe réseau, moi, je ne peux pas vous la calculer comme ça. C'est vous qui devez la calculer parce que la courbe réseau correspond à votre installation hydraulique. Donc elle doit se calculer. Alors vous pouvez la calculer, on va dire mathématiquement, par des logiciels où vous allez rentrer des diamètres de tuyauterie, des longueurs de tuyauterie, des singularités. Singularité, c'est quoi pour vous? Coude, réduction, mais aussi vanne, mais encore clapet, filtre. Il y en a souvent dans vos installations. Et tout ça va créer un certain nombre de pertes de charge. Et il faut qu'il n'y ait pas trop de pertes de charge. Elles sont indispensables, vous en aurez toujours, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. D'accord? Donc ça se calcule. Il y a des logiciels qui permettent de calculer tout ça, mais ça reste théorique. Et la réalité, souvent, est loin de la théorie. Et ça, il faut en avoir conscience. Quand votre logiciel calcule, c'est fait dans des bureaux d'études, ils ont fait des relevés théoriques de l'installation. Des fois, c'est plus que théorique, parce qu'il y a des plans, mais les plans sont-ils à jour? A-t-on tout bien prévu? Est-ce que l'installateur, au moment de l'installation, il n'est pas tombé sur un hic, un mur porteur ou une paroi infranchissable qu'il faut contourner? Donc on rajoute de la longueur, on rajoute des coudes, on rajoute tout un tas de choses. C'est assez abstrait quand même, tout ça. Le mieux, c'est quand même de le vérifier, mais on peut le vérifier que quand l'installation, elle marche et en fonctionnement. Donc des fois, c'est trop tard. Et souvent, c'est trop tard pour nous. Alors, les pertes de charge, je vous l'ai dit, donc ça correspond à des dissipations, des frottements, de l'énergie mécanique. La vitesse d'écoulement, les pertes de charge donc, augmentent au carré du débit. Donc plus le débit augmente, plus il y a de pertes de charge, mais ça va très vite. Ça serait pratiquement exponentiel. La courbe de réseau se matérialise comme ça. Elle part pas forcément de l'origine, parce qu'il peut y avoir une hauteur géométrique résiduelle, automatique. Et normalement, le point de fonctionnement de la pompe, votre point QH, donné à KSB au moment de la sélection de la pompe pour commander la pompe chez KSB, devrait correspondre au point de fonctionnement et de meilleur rendement. Et pourquoi la courbe réseau ne rentrerait pas ou ne correspondrait pas à ce point-là? Imaginez qu'il y a trop de pertes de charge. Comment elle se traduirait, la courbe réseau, s'il y a trop de pertes de charge? S'il y a trop de pertes de charge, elle ne sera pas forcément hors courbe.
S'il y a trop de perte de charge, vous allez avoir peut-être une courbe qui sera plutôt pentue. Imaginez, vous fermez une vanne sur une installation, vous avez moins de débit, vous montez en pression, donc vous avez une courbe qui va se déplacer. Votre débit sera toujours situé de pompe, il sera toujours situé sur cette courbe-là. Mais à vitesse fixe, si vous fermez la vanne, vous allez en réalité déplacer votre courbe au réseau. Si votre tuyau casse, par contre, là, vous pouvez vous trouver dans une position où vous n'avez pas de perte de charge du tout. Et du coup, travailler hors courbe. Donc le point de fonctionnement, c'est l'intersection de la courbe réseau, votre installation, avec la courbe caractéristique du constructeur de pompe. D'accord ? Les pertes de charge évoluent. Évidemment, moins il y a de débit, plus il y aura de pression. Moins on consomme, si vous vous rappelez la courbe de puissance absorbée. Plus il y a de débit, moins il y a de pression, et plus on consomme. La courbe de pression, elle est dans l'autre sens. Donc, c'est quand même important, l'évolution des caractéristiques réseau modifie le point de fonctionnement de la pompe en débit et en pression. Ce qui veut dire que ça, c'est le plus important pour vous. Si vous voulez avoir un gain énergétique important, privilégiez déjà de travailler sur le point de fonctionnement constructeur. C'est là où les rendements sont optimisés, c'est là où votre pompe est fiabilisée également. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de travailler sur le reste de la courbe. Ça veut dire que ça, c'est le point optimum où la courbe, où la pompe se comportera hydrauliquement et mécaniquement correctement. On a différentes façons d'optimiser hydrauliquement la pompe. Les roues. La roue est quand même le facteur le plus important dans la pompe. C'est elle qui va mettre en mouvement le liquide. Une pompe centrifuge, on centrifuge un produit, un liquide, quel que soit le liquide, mais le principe c'est de centrifuger le liquide. D'ailleurs, le sens de rotation de la pompe, quelqu'un sait, on travaille comment avec les aubes des roues? Voilà. On travaille avec le creux de l'aube ou avec le dos de l'aube? Avec le dos. Pardon? L'eau arrive par le centre. Oui. Oui, si on donne avec le creux de l'aube, on va écoper, donc on va ramener l'eau au centre de la pompe. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de lui donner de l'énergie en la propulsant vers l'extérieur. Donc on travaille toujours avec le dos de l'aube. Voilà. Et dans les pompes, on voit s'il n'y a pas de flèche qui indique le sens de rotation. De toute façon, vous avez un escargot. Et le sens de l'escargot donne le sens de rotation de la pompe. D'accord ? Des roues, des conceptions de roues, il y en existe plein. Je ne vais pas dire chez KSB, je pense qu'il en existe une dizaine qui vont des roues fermées. Quand on dit roues fermées, c'est qu'il y a un flasque avant et un flasque arrière et les aubes sont au milieu. À des roues ouvertes, comme des pompes d'eau usée Amarex, où on va passer des eaux usées, donc des eaux potentiellement chargées, et du coup il va falloir un diamètre de passage important, donc on va essayer de faire passer un maximum de corps étrangers en taille dans la pompe. Quand les roues sont fermées, on imagine bien que le corps étranger, il n'y a pas beaucoup de place, donc on serait plutôt sur un liquide clair que chargé pour des roues fermées comme ça. Mais on a aussi des roues à passage intégral, roues à queue de cochon hélicoïdales. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Là, on peut en avoir pour relever des eaux, et les poissons peuvent passer sans être blessés, par exemple.
On a un passage intégral, donc il n'y a pas de choc mécanique avec la roue ou avec le liquide. La roue va tourner et va passer, le poisson va passer dans les barrages. Souvent, on a des roues, des pompes comme ça, parce que l'écologie veut qu'il ne faut pas travailler, enfin, il faut qu'on soit proche de la nature. Donc ça existe. Par contre, chaque roue va avoir une fonctionnalité ou une utilisation différente. Donc il y a des brevets, et on va dire c'est la seule chose qui différencie un constructeur de pompe d'une autre, c'est on va dire les brevets qui vont être autour de la roue et de la forme de la roue. Parce qu'après, il n'y a pas grand-chose de différence. Un arbre, je vous dis toujours, un arbre, deux roulements, une roue qui tourne dans une volute. Un système d'étanchéité, c'est fini. Donc la roue, c'est à peu près tout. Optimisation se passe par le jeu hydraulique. Vous savez à peu près le jeu hydraulique aujourd'hui chez KSB, enfin chez KSB, mais je pense que c'est à peu près pareil chez tout le monde. Et il est de quel ordre? 5 dixièmes. Pardon? 5 dixièmes. Ouais, c'est plutôt de 2 à 4 dixièmes. 2 à 4 dixièmes, c'est une feuille de papier à cigarette. Oui, au diamètre. Donc, ça exclut toute problématique technique, mécanique. Parce que 2 dixièmes, il ne faut pas qu'il y ait de déformation, il ne faut pas qu'il y ait de grains de sable dans l'eau et dans le système. Parce que vous risquez le blocage mécanique, vous risquez le grippage si c'est de l'inox, le boulochage si c'est du bronze. Donc ça va poser quelques problèmes techniques et mécaniques. C'est pour ça que derrière, vous avez l'optimisation de l'installation qui est importante et où on peut vous donner quelques préconisations très très importantes sur l'installation. Parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près les blocages mécaniques, je ne vais pas dire 30 ou 40% des problématiques techniques qu'on rencontre sur les pompes, mais presque. Et ça, c'est tout dû à l'installation. Le blocage mécanique dû au tartre. Pardon? Dû au tartre, vous prenez en compte aussi ou pas? Normalement, il n'y a pas de dépôt. Si on sélectionne bien la pompe, il n'y a pas de raison d'avoir de dépôt. J'en ai grippé une par le tartre. Oui, mais si y a du tartre et s'il polymérise sur la métallurgie, c'est qu'il y a aussi très certainement un problème de température. Parce qu'il va venir fixer, ce qui est posé ou positionné dans l'eau pour donc le faire de fixer. Soit la métallurgie n'est pas bonne parce qu'on arrive à fixer le tartre dessus, soit il y a un problème de température et bon, il faut regarder, mais il y a sûrement une solution, une explication. Il y a d'ailleurs très souvent une explication. Voilà. Sur des pompes doublées, des fois, si, Parlez plus fort, parce que je suis un petit peu sourd. je dis sur des pompes doublées où on n'utilise pas toujours de façon, Ouais, on va dire, alternative oui. le double, on peut avoir aussi des défauts statiques. Alors c'est plutôt des attaques corrosives pour le coup. C'est plus. Des lourds qui se déposent et qui. Ouais. Alors souvent c'est des attaques corrosives. L'attaque corrosive, ça peut venir du liquide qui est aéré. Dans les autres piscines, c'est souvent le cas. Il y a beaucoup d'air dans le liquide. Il y a une eau qui est montée en température importante. Et c'est vrai que les moments d'arrêt, on va venir avoir une attaque corrosive ponctuelle. Et l'attaque corrosive, comme les jeux sont très très réduits, et c'est encore une fois à cause des jeux hydrauliques, l'attaque corrosive va courir sur le jeu hydraulique. Et une fois qu'elle a dépassé, on va dire, une certaine longueur, le couple nécessaire au démarrage sera impossible. Alors souvent, coup de clé à griffe, on débloque. Des fois, ça ne suffit pas et il faut démonter et étoiler. Donc vous n'avez pas 50 solutions. Là, pour le coup, c'est soit on augmente les jeux hydrauliques, mais vous perdez du rendement, soit on fait quoi? J'ai pas entendu qui a parlé. Un variateur, on fait tourner à quelques tours par minute. Il y a plus simple du variateur. Le variateur, je vais essayer d'y venir aussi, mais il y a plus simple. On fait tourner la pompe régulièrement
ben, vous faites de la permutation systématique et en fonction de l'attaque corrosive, si elle est importante ou pas, ben, alors dans les systèmes de chauffage, c'est là où on a le plus souvent ces pompes doubles et avec un normal secours, on va dire, et ben, on va dire l'alternance peut être faite toutes les 24 heures, une fois par semaine, une fois par mois. Moi j'aurais tendance à dire, si on peut le faire, tous les jours on inverse de pompe. Ça se fait en automatique dans les systèmes électroniques et avec les variateurs c'est encore plus facile. Et on va dire l'alternance, c'est à nous ou à vous exploitants de venir dire bah, là elle a bloqué 3 jours, c'est trop, et ben on va tourner toutes les 24 heures et ça se passe bien. Mais souvent, c'est la réduction du jeu, et on en reviendra tout à l'heure sur l'installation, c'est la réduction du jeu qui va générer une attaque corrosive, c'est-à-dire qu'à un endroit précis, la volute va s'être déformée. On parle de machine tournante toujours, donc si on déforme la volute, on va déformer la coaxialité de la ligne d'arbre et on va rapprocher la partie mobile de la partie fixe. Et plus elle est proche, plus votre attaque corrosive va avoir lieu. Et plus ça va être rapide, plus ou moins rapide. Donc encore une fois, si votre pompe travaille bien, si vous l'avez bien installée, si elle est sur le point de meilleur rendement, vous avez de grandes chances d'avoir beaucoup moins de problèmes. Il y a une question, il y a un truc que je n'ai pas saisi. Vous parliez d'un jeu de 2 dixièmes. Oui. On est bien d'accord, dans un corps de pompe Oui. identique, on peut avoir plusieurs tailles de roue. Oui. Ce jeu hydraulique, je n'ai pas compris où il était. Le jeu hydraulique, c'est le nez de roue. C'est le nez de roue. Le diamètre de roue, il est ici. D'accord ? C'est le diamètre de roue. C'est là où on va venir, on va dire, claquer, baffer le liquide, l'accélérer. Et la roue, elle va être plus ou moins loin, on va dire, de l'escargot de la volute. Voilà. Jeu hydraulique, il est là. Le diamètre de roue, le rognage de la roue, le terme exact, il est ici. Les matériaux dans l'optimisation hydraulique, donc vous avez la conception des roues, vous avez les matériaux qui sont importants. Il y a des matériaux qui sont plus abrasifs que d'autres. Vous avez les dimensions, les tailles des vitesses. Évidemment, une 1500 tours sera moins fragile qu'une 3000 tours. Maintenant, une 3000 tours coûte moins cher qu'une 1500 tours. Donc c'est tout des compromis à trouver. Vous, industriels, nous on sait faire les deux. Par contre, c'est clair que le prix, c'est pas forcément le même. Moins on tourne vite pour un débit donné, plus il va falloir passer sur une puissance électrique importante. Plus on va tourner vite, bah, la puissance électrique nécessaire sera moins grande. Donc, c'est des compromis à faire, et le fluide véhiculé est important aussi. Qu'est-ce qui peut varier dans le fluide véhiculé ? On parle de l'eau, le plus souvent de l'eau, mais il n'y a pas que de l'eau. Viscosité. Ouais, les impuretés, elle est plus ou moins chargée. Ah. J'ai pas entendu ? Non. Le pH, ben, le pH, j'en parle pas là, mais évidemment que le pH est important, mais il va être important surtout sur la métallurgie utilisée. Si vous êtes sur des forts pH, ça ne sera pas la même chose que sur un basique. Juste faire l'optimisation, une courbe de Gauss. Et c'est juste pour vous montrer avec la courbe de Gauss, point de meilleur rendement. Regardez, quand on s'écarte d'un côté ou de l'autre, ça va très vite en termes de détérioration. Alors ça, c'est de la maintenance pure. Derrière, vous allez avoir des problématiques qui vont aller de la cavitation pour les moins graves, au casse-roulement, vibrations, choses comme ça. Donc, toujours penser optimisation énergétique, c'est ici. D'accord ? Alors aujourd'hui,
Pour optimiser, là on a parlé de l'hydraulique. L'hydraulique, il n'y a pas 50 solutions. De toute façon, on réduit les jeux, meilleur rendement, on utilise une métallurgie adaptée. On essaye d'avoir le moins de frottement possible dans la pompe, d'optimiser la pompe pour qu'elle travaille parfaitement sur son point de fonctionnement. On est quasiment au bout de ce qu'on peut faire hydrauliquement en optimisation énergétique. Maintenant, on doit se tourner vers le moteur et éventuellement vers un variateur. Le moteur, vous avez tous entendu parler de l'IE5. Aujourd'hui, on va tourner et on tend vers avoir plus que ça dans les années qui vont venir. L'IE5, c'est un moteur énergétiquement amélioré. Vous pouvez me dire d'ailleurs, c'est un moteur asynchrone. Est-ce que c'est un moteur asynchrone, l'IE5? Tu peux me répondre. Le moteur IE5, c'est un moteur asynchrone. Mais ce qu'on cherche à faire avec un moteur IE5, c'est justement de l'approcher du synchrone. Et pourquoi on cherche à l'approcher du synchrone? Oui, ça va le faire. Pourquoi on cherche à l'approcher du synchrone? Glissement, rendement. Alors le rendement, tout à l'heure je vous ai parlé de l'entrefer, évidemment, on réduit les jeux entre le champ magnétique du stator et le champ du rotor. Plus on réduit le jeu, meilleur est le rendement. Moins il y a de glissement aussi. Et le glissement, un moteur à 1500 tours, il est censé tourner à 1500. Mais il ne tourne jamais à 1500. Le rotor, il est toujours en retard sur le champ tournant électrique du stator. C'est immuable, c'est comme ça. Et plus on éloigne le rotor du stator, plus il y aura de glissement. Donc par principe, on essaye déjà de réduire les jeux. Aujourd'hui, techniquement, mécaniquement, avec les outils performants qu'on a à notre disposition, c'est facile. Donc on a déjà traité ça. C'est l'évolution qu'il y a eu déjà les années avant sur IE2, IE3, IE4, où on a amélioré les bobinages, on a amélioré les jeux, on a amélioré la mécanique. Maintenant, on est un petit peu au bout des choses. Donc les constructeurs ingénieux de moteurs ont essayé de trouver des solutions pour améliorer les champs magnétiques et essayer de minimiser le plus possible le glissement. Et le glissement, c'est les tours minutes qu'il y a entre ce qui est admissible et pas admissible, ce qui est possible, pas possible. Donc aujourd'hui, avec l'IE5, on arrive à des rendements de l'ordre de 95-98%, ce qui est très très bon, et on tendrait vers un moteur synchrone. Alors, c'est pas parfait, mais c'est quand même, énergétiquement parlant, super bien. Alors KSB, là vous avez une image du rotor, enfin d'un paquet de tôle du rotor d'une lame du paquet de tôle, du rotor, d'un moteur KSB suprême. KSB a fait le choix d'avoir un rotor bobiné. Donc visuellement, vous ne le verrez pas parce que c'est en interne, ça ne se voit pas. Mais imaginez des paquets de tôle qui sont empilés comme ça, et vous avez le bobinage qui passe dans le paquet de tôle. C'est transparent pour vous et ça ressemble d'extérieur à un moteur complètement standard. Ça ne l'est pas. Les moteurs IE5, alors nous c'est rotor bobiné, je pense à Leroy qui a un moteur à aimant permanent. Donc c'est au niveau du rotor, hein. Il y a des métaux rares. Nous on a fait le choix de ne pas utiliser de métaux rares et on utilise du bobinage. Bon, c'est un choix. Le résultat, à mon sens, c'est à peu près le même. Après c'est sur le prix que ça va se jouer et puis peu importe. L'inconvénient, c'est qu'un moteur IE5 ne travaille qu'avec un variateur de vitesse. Et IE5 veut dire variateur de vitesse obligatoirement, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est comme tous les constructeurs de moteurs ont leur propre brevet, le moteur il va avec leur variateur. C'est-à-dire que sur un moteur IE5 Leroy Sommer, on ne mettra qu'un variateur Leroy Sommer. Sur un IE5 Siemens, ça sera qu'un variateur Siemens.
Idem chez KSB, évidemment. Notre moteur va avec le variateur KSB. Alors nous, on a déposé, on a des accords commerciaux avec Danfoss, parce qu'on a la particularité chez KSB de produire nos propres variateurs, mais on est limité à 55 kW. Ce qui fait que sur le marché, on est quand même, c'est court. Alors on en fait énormément, parce que notre gamme sur les produits du bâtiment sont à peu près dans ces zones-là. Mais quand on monte en puissance, on est un petit peu pris. Et Danfoss, donc dans le paramétrage des variateurs Danfoss, de certains variateurs Danfoss, on a un paramètre KSB qui permet d'adapter le variateur à notre moteur. Donc qu'est-ce qu'on adapte en réalité dans le variateur? Là, comment marche un moteur en variation de vitesse du côté variateur? On utilise quelle loi? On change la fréquence, mais pas que. Variateur de fréquence, oui. En réalité, on réagit sur la loi mathématique, encore une fois, qui s'appelle la loi U sur F constant, ça vous dit pas? Voilà. Donc, quelle que soit la fréquence que vous utilisez, on va rester sur U sur F constant. Tension sur la fréquence doit rester constante. Avec cette loi-là, vous faites tourner quasiment n'importe quel moteur. Or, les IE5, parce qu'on doit rajouter sûrement un certain nombre de paramètres qui vont de la reluctance, de l'inductance, et tous des paramètres un petit peu avec des noms bâtards, mais qu'on va rentrer comme paramétrage dans le variateur, qui vont faire des modèles mathématiques, qui vont optimiser énergétiquement et faire tourner le moteur. Si vous voulez faire tourner un moteur comme ça avec un variateur standard ou d'une autre marque, vous allez voir, il va tourner comme une patate. Ça va tourner, ça va pas tourner rond. À l'oreille, on va voir qu'il y a un problème. Il y a beaucoup de nos clients qui ont essayé de faire tourner nos moteurs avec des variateurs télémécaniques. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord avec télémécanique et on n'a pas trouvé les paramétrages pour y avoir essayé aussi. Pour dépanner un client, j'ai jamais réussi, et pourtant je les connais plus ou moins pas mal. J'ai jamais trouvé le paramétrage adéquat. Est-ce que j'ai accès aux paramètres qui iraient bien pour régler? J'en sais rien. En tout cas, on n'a pas d'accords commerciaux avec Télémécanique et je ne vous donnerai pas le conseil d'essayer de le faire. C'est soit un variateur de chez nous, soit un Danfoss. Point. Et en Danfoss, il n'y a pas toute la gamme Danfoss qui est accessible aux produits KSB. J'ai une petite question par rapport aux aides C2E. Oui. Un moteur IE3 d'un variateur, on passait directement à une technologie IE5 avec son variateur. Ouais, je ne sais pas si l'I2E marche comme ça. Si vous avez déjà un variateur, à mon avis, je ne suis pas sûr que ça marche. Par exemple, si on n'a pas de variateur et on veut équiper... Là, s'il n'y a pas de variateur, ça... passer en IE5 du coup, tout de suite, on passera en IE5 directement, je pense. Ouais. Mais si vous avez déjà un variateur, bon, vous avez déjà fait de l'économie d'énergie proprement dit en passant en variateur proprement dit. Alors, ça m'amène une question. Pourquoi en passant en variateur de vitesse, on va faire des économies d'énergie? on se cale sur le point de fonctionnement. Alors, on se cale sur le point de fonctionnement, mais on est d'accord. Ça, c'est le principe de base. Il faut s'approcher du point de meilleur rendement pour optimiser hydrauliquement et mécaniquement l'installation. Mais votre variateur, quoi qu'il arrive, de toute façon, fera des économies d'énergie, vous fera faire des économies d'énergie. Il n'y a pas que le point de fonctionnement. Autrement, on se met avec une roue rognée et on se met sur le point de fonctionnement et ça marcherait. Alors pourquoi on fait des économies d'énergie avec un variateur? Oui, mais là, c'est parce que vous jouez sur la vitesse. Moi, je ne joue pas sur la vitesse. On est au point de meilleur rendement à vitesse fixe. Peut-être 50 Hz. On a augmenté le glissement, mais ça, on l'a déjà adapté, puisqu'on a adapté le point de fonctionnement. Donc, on est sur le point de fonctionnement, au point de meilleur rendement. Le moteur tourne à 50 Hz avec un minimum de glissement.
Non, c'est purement électrique. Le COSFI, ça vous parle? Je vais vous passer. Le COSFI, ça vous parle? Le COSFI, c'est quoi? C'est un angle de déphasage. Et ça vous pose pas de problème, l'angle de déphasage? Il y a un triangle pour les étudiants, il y a un triangle de puissance, PQS, avec le déphasage, avec la tangente. D'accord? Bon, ben, moi, je touche pas au COSFI, mais n'oubliez pas que le COSFI, il est entre le variateur et le moteur, maintenant. Sur votre réseau, vous avez quoi? Comment ça se comporte? Est-ce que vous avez encore du déphasage sur le réseau, derrière un variateur? Est-ce que vous avez un déphasage? Le COSFI derrière un variateur, il est de quoi? Il est de combien? Est-ce qu'il s'appelle COSFI d'ailleurs? Allez. Non? Bah, derrière un variateur, le facteur de puissance, ça s'appelle plus COSFI, ça s'appelle facteur de puissance, et le facteur de puissance, il est proche de 1. Ça veut dire qu'il n'y a plus de déphasage. Ça veut dire que vous n'avez plus de réactif. Ça veut dire que vous avez pu alimenter quoi pour le réactif? Pour compenser le réactif, chez EDF, ils vous imposent quoi? Les condensateurs. Les condensateurs, ça ne consomme pas, ça? Si vous l'alimentez, ça consomme. Vous êtes obligé de compenser le déphasage en faisant un autre déphasage pour compenser le déphasage. D'accord? Et ça, normalement, vous le payez EDF. Maintenant, vous ne le payez plus. Ça, c'est valable IE2, IE3, IE4, IE5, du moment que vous mettez un variateur. Et c'est pour ça qu'ils imposaient, ou qu'ils aimeraient bien nous imposer de mettre des variateurs partout. C'est pour ce fameux déphasage qui emmerde tout le monde. EDF, et surtout à la centrale électrique, parce que eux, ça les oblige en permanence à équilibrer leur phase pour équilibrer les phases, pour vous alimenter correctement. Donc vous n'avez plus de COSFI, vous n'avez plus de déphasage, c'est-à-dire que sur le PQS, votre puissance absorbée, elle a déjà perdu, juste à ce moment-là, 10%. Et après, on va faire de la régulation de vitesse et s'adapter à un changement de point de fonctionnement sur votre installation. Mais la plus grosse point d'énergie, enfin de captation d'énergie, elle est là. La variation de vitesse vous permet de faire ça. Donc le COSFI évolue en fonction de la charge du moteur, le rendement du moteur, il n'est pas fixe non plus. Et l'efficience économique d'un moteur électrique, elle est aussi souvent, l'optimisation, elle est à 4/4 de charge. Si on descend en puissance, si vous utilisez que 20% de votre moteur, vous aurez un rendement épouvantable. Bon, le COSFI sera épouvantable, mais vous en foutez, parce que sur le variateur, lui, il redresse tout ça. Et c'est complètement séparé ce qui se passe en amont et ce qui va se passer en aval dessus. Le pont de puissance fait une barrière mécanique, une barrière électrique entre les deux. Donc, pensez-y. Voilà. Donc, pour résumer, l'utilisation d'un variateur, pour moi, pour l'efficience et que l'efficacité énergétique, c'est indispensable, ça c'est clair, que ce soit n'importe quelle marque, de toute façon, le principe est le même. On augmente de façon significative le rendement électrique grâce au variateur. Adapter la pompe au QH optimum, c'est le plus important, même si on fait de la variation de vitesse. Votre point de fonctionnement en variation de vitesse, il va bouger. Votre besoin va bouger. Régulation de pression, régulation de débit, régulation de niveau. Mais attention, la variation de vitesse, c'est pas si votre pompe travaille hors courbe, même en variation de vitesse, elle travaillera toujours hors courbe. C'est pas parce que vous mettez un variateur que vous allez décaler la pompe sur son point de fonctionnement.
Votre réseau, le variateur, il ne le touche pas. Le variateur ne touche pas votre réseau. Donc si votre réseau, votre pompe n'est pas sur le point de fonctionnement, sur son point de fonctionnement, sur votre installation globale, même en variation de vitesse, vous n'arriverez jamais à remonter sur le point de fonctionnement. Donc évidemment, on peut s'adapter à tous ces process. On peut s'adapter à tous ces process.